Au printemps de 1789, pour résoudre la crise générale qui secoue le royaume, le roi réunit l'Assemblée des États généraux qui se proclame alors Assemblée nationale constituante. Pour les députés, il s'agit de transformer la monarchie absolue en monarchie constitutionnelle. C'est un véritable séisme pour le couple royal. Soutenu par la reine, Louis XVI réunit des troupes autour de Paris afin de dissoudre l'Assemblée. Mais Paris se soulève. Les troupes refusent d'obéir. La Bastille est prise, la foule déterminée réclame la tête de la reine. Tout l'été de 1789 est un été très angoissant pour Marie-Antoinette et le 5 octobre, il y a une marche des femmes, mais il y a aussi beaucoup d'hommes, sur Versailles. On vient réclamer du pain au roi. Ce que l'on veut, c'est avoir le roi à Paris pour éviter qu'il ne soit à la tête d'une contre-révolution. Marie-Antoinette voit ses gardes du corps qui sont décapités au couteau ou à l'épée. Elle-même a été poursuivie dans ses appartements. Elle a la haine de la Révolution, une haine qui se comprend, mais elle est aussi une femme haïe. La haine des uns a créé la haine de l'autre. Le 6 octobre, sous la pression de l'émeute, Louis XVI est contraint de quitter Versailles. Les têtes des gardes du corps brandies sur des piques ouvrent la marche. Entassée dans un carrosse, la famille royale avance lentement sous les injures et les menaces d'une foule déchaînée. Elle emménagera le soir même à Paris, dans le seul petit logement habitable du Palais des Tuileries, ancienne résidence royale abandonnée depuis plusieurs décennies. Traumatisés par cette violence, le roi et la reine se sentent prisonniers du peuple parisien. La plupart de leurs amis les ont abandonnés. Fersen s'installe à Paris. Il est plus que jamais présent aux côtés de Marie-Antoinette. Les députés sont extrêmement optimistes. Le seul qui n'est pas optimiste, qui comprend qu'il s'est mis dans une sorte de nasse, c'est le roi. Le roi, petit à petit, va prendre conscience que cette révolution lui a échappé. Son but va être de reprendre le contrôle de la révolution, une révolution qui aurait dérapé, et de revenir à ce qu'il avait esquissé par son discours du 23 juin 1789, c'est-à-dire une révolution contrôlée par le roi, une révolution royale. Lui, c'est un monarque, il a été sacré à Reims, c'est un monarque de droit divin qui est le lieutenant de Dieu sur la terre, et l'idée d'une monarchie constitutionnelle qui lui ôte l'essentiel de son pouvoir, il ne l'admet pas. Les mois s'écoulent, le roi et la reine tentent de sortir de leur isolement. Un simulacre de vie de cour se met en place. Les députés, installés eux aussi à Paris, poursuivent l'élaboration de la Constitution qui prive le roi de l'essentiel de ses pouvoirs. La reine ne voit de salut que dans la fuite hors de Paris pour se rendre dans une place forte où Louis XVI pourrait rétablir son autorité avec l'aide de régiments fidèles et surtout imposer la Constitution de son choix. C'est la raison pour laquelle il est décidé à partir du mois de février-mars 1791 d'organiser l'évasion de la famille royale pour aller à Montmédy, là où il y a des troupes fidèles, parce qu'il y a une partie des troupes qui sont aussi devenues révolutionnaires, ne l'oublions pas, et Fersen est dans le secret et il organise avec la reine l'évasion de la famille royale. Tout ce monde-là parvient à sortir du palais des Tuileries, qui était pourtant quand même assez surveillé. Fersen voulait accompagner le roi et les siens jusqu'au bout. Simplement, le roi n'a pas voulu. Il a refusé que Fersen aille plus loin. 23 juin. Tout est perdu, mon cher père, et je suis au désespoir. Le roi a été arrêté à Varennes, à 16 lieues de la frontière. Jugez de ma douleur et plaignez-moi. Je n'ai que le temps de vous assurer de mon respect et de mon amour.